Très bien. Alors, dans quelques instants, je vais démarrer cette conférence. Et bien entendu, je tiens à accueillir dignement toutes les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ont juste entendu parler de moi au travers d'un ami ou d'une amie. Alors, bienvenue, vous êtes sur Libre Parole, vous êtes bien entendu sur un groupe privé et un événement qui fait partie du process d'échange et de communication de ce groupe de façon absolument naturelle. Ça veut dire que nous sommes ensemble régulièrement, chaque semaine, avec des thèmes très différents. Alors aujourd'hui, c'est un thème particulier puisqu'il s'agit pour la première fois en plusieurs années de l'abord de ma vie personnelle, ma vie privée, ma vie, mon chemin, mon histoire et pourquoi ce sujet. Eh bien parce que nous parlons ici régulièrement de notre système nerveux, de notre alignement neuro-émotionnel, c'est-à-dire nos pensées et nos émotions, de l'impact que cela a sur notre réalité, comment ça a un impact sur notre réalité, pourquoi, et en passant par les croyances, en passant par qu'est-ce qu'une croyance et quelle est la relation entre une croyance et une peur, comment cela interagit dans ma vie. Et donc tous ces sujets avec des propositions de protocoles qui sont des exercices issus d'une méthodologie exceptionnelle qui s'appelle le SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, et dont j'ai le plaisir d'être coach expert plus et coach instructeur. Cela représente bien entendu du travail, du temps, mais surtout de l'intégration et du travail sur moi et une nouvelle lecture de ma vie. Et ce travail de satellisation, de prise de distance avec les réalités rencontrées par notre mental et notre corps font que ce corps, ce véhicule qui est notre temple, dans le sens où nous espérons le maintenir en un état fonctionnel le plus longtemps possible, et pour cela, il faut passer au travers des croyances collectives, des formats que l'on nous propose pour penser que l'on va tomber malade ou pas et que l'on va vivre au-delà d'un certain âge ou pas. Et ces conférences dont je vous parle, elles ont toutes un aspect assez technique, mais en même temps complètement narratif des applications de ces principes universels, physiologiques, psychologiques, mais aussi comportementaux. Aujourd'hui, on va démarrer une série différente. Alors, nous avons déjà une série en cours sur le couple, l'érotisme, l'infidélité, quel sens ça prend dans la vie des gens, sur quoi cela s'appuie. Et on est sur deux terrains de jeu, le terrain de la psychothérapie et on va aborder très prochainement le terrain de l'alignement neuro-émotionnel. Et bien entendu, là, on va rentrer dans le vif du sujet et la structure qui est représentée par le couple. Donc, cet ensemble d'événements est le pain quotidien sur Libre Parole, qui est né de Citizen Barcelona, qui a été un groupe en live pendant 2 ans et qui est devenu un groupe offline, online, pardon, et qui est devenu quelque chose de récurrent en ligne depuis 1 an et demi à peu près. Aujourd'hui, le sujet va nous servir sur la base de votre serviteur qui sera votre cobaye, va nous servir à aller voir un petit peu comment les choses peuvent prendre du sens. Je ne pourrai pas rentrer dans le détail de chaque raisonnement puisque vous le comprenez bien. Mon ambition étant d'aller de mon enfance, mais aussi d'avant mon enfance jusqu'à aujourd'hui, nous aurons, au gré de ces étapes, le loisir de découvrir des mécaniques et des mécanismes agissant dans la vie des personnes. Je serai bien entendu
ravie de répondre à des questions qui seront posées sur le groupe et auxquelles je pourrai répondre lors des sessions suivantes pour ne pas alourdir le temps, puisque j'essaie de rentrer dans l'horaire, mais parfois, je l'avoue, mais à coup de pas, j'assume, je déborde un peu. Et quand je dis je déborde un peu, c'est 10-15 minutes. Voilà, j'essaie de vous respecter un maximum et en même temps de respecter le niveau d'inspiration, le niveau de présence et le niveau d'intérêt pour vous de ce que je peux vous partager. Alors, on va aller direct au but. Vous avez vu, c'est mon histoire et la vie. Pourquoi mon histoire? Eh bien, parce qu'il s'agit bien entendu d'un focus sur une molécule familiale qui est la mienne. Et cette molécule familiale, elle est faite de différents atomes dont je suis un acteur parmi tant d'autres. Et j'aimerais vous parler avant toute chose d'une expérience incroyable vécue par une famille banale, a priori, aux États-Unis. Dans les années 98, naissait un petit garçon dans une famille lambda américaine, enfin lambda plus ou moins, puisque le papa était, ce me semble, un chercheur ou en tout cas un investigateur. Et l'enfant se met à faire des songes et des cauchemars. Et la famille et la famille Leninger, c'est une des histoires les plus documentées aux États-Unis sur ce type de focus sur ce que peut être la vie. Et je vais introduire cette, allez, on va dire biographie, jouons les stars, mais ce n'est pas du tout mon intention. Cette biographie en parlant de cela pour que vous compreniez tout le sens de la forme d'une molécule. Une molécule familiale, c'est un ensemble d'unités qui vont ensemble prendre une forme. Et s'il y a ici des physiciens ou des mathématiciens, vous savez que ce qui va impacter la forme, et d'autant plus une molécule, ça va être l'énergie qui circule à l'intérieur et le type d'information qui circule dans cette molécule. Alors, on va aller voyager vers les États-Unis. Cette famille a un enfant qui fait des cauchemars la nuit, qui rêve de choses de guerre, de scènes de guerre, et qui finalement pousse ses parents à aller fréquenter toutes les expositions aéronautiques. Il se met à les envoyer avec lui faire des séminaires sur l'armée. Enfin, vous imaginez le gamin 7-8 ans et les parents interloqués commencent à consulter un psychiatre et il se met devant le psychiatre à déblatérer des stratégies militaires et puis finalement des batailles et il donne des noms, il donne des lieux. Et le psychiatre qui avait suggéré aux parents de venir faire vivre cette expérience pour comprendre l'enfant se dit, alors même moi je ne comprends plus, et ils décident ensemble d'aller aux armées américaines pour rompre le cauchemar, pour rompre ce fantasme parce que ça apparaissait dans la vie de cette famille comme un enfant qui fantasmait la guerre et qui fantasmait les parades de certains éléments qui étaient des avions. Et à tel point qu'il y avait un avion dans son cauchemar qui est le Corsair. Et cet enfant, lors d'une exposition, dit à ses parents, tu vois maman, cet avion il a un gros défaut, c'est que ses pneus ne restent pas gonflés. Et la mère est interloquée et elle commence à s'adresser à des militaires qui sont sur place, des ingénieurs, etc. Et elle tombe sur une personne qui lui dit, écoutez, c'est très étonnant parce que c'est une donnée très peu connue que des anciens militaires et finalement, comment votre fils peut savoir ça? Et effectivement, cet avion est très lourd et il est très sensible aux atterrissages. Et finalement, les pneus se dégonflent très facilement, se dégonflaient, puisqu'on parle de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, il décide d'aller aux armées et il visite les archives des armées. Et en ouvrant les archives des armées, il se rend compte
que tout ce qui avait été livré durant les sessions de psychanalyse et de psychothérapie, puisque je crois qu'il y avait 2 thérapeutes, tout était consigné par écrit dans les archives militaires, toutes les stratégies des batailles, les heures, les mouvements d'avion, et cela se passait dans une baie au Japon. Et il s'est avéré que cet enfant, puisque moi j'ai vu le documentaire le concernant, cet enfant s'est mis à parler, à être intéressé par des objets. Ces objets étaient en relation à des personnes qui avaient fréquenté un certain James Houston, qui avait vécu cette campagne et cette bataille dans cet endroit au Japon. Et il s'est avéré qu'il avait une sœur. Et donc les parents décident d'aller voir cette sœur avec cet enfant et avec leur enfant. Et quand l'enfant arrive près de cette femme de 84 ans, il commence à lui dire des choses sur elle, sur son enfance et sur ce qu'elle a vécu que personne d'autre que le frère de cette dame, Anna, avait su. Et elle est choquée, elle le dit à ses parents et elle leur dit « Je ne comprends pas comment cette information qui n'a été échangée qu'avec une seule personne ait pu arriver aux oreilles de cet enfant qui vient de l'autre bout des États-Unis, qui vraiment, je ne comprends pas, elle est abasourdie. » Et le voyage continue dans l'enquête. Le père se met à faire une enquête démentielle. C'est le cas le plus documenté aux États-Unis, qui a été finalement interprété suite à l'anecdote que je vais vous raconter maintenant dans un domaine très spécifique. À un moment donné, l'enfant se retrouve, alors à cette époque-là, je crois qu'il avait dans les 13 ans, mais je peux me tromper sur des petits détails comme ça, de mémoire, et il se retrouve avec son père et il lui dit « Tu sais, papa, un jour, vous étiez avec maman sur une plage, il y avait un restaurant derrière vous, vous étiez assis, c'était en fin de journée. Et moi, j'ai décidé, j'ai vu à ce moment-là que vous pourriez être de bons parents pour moi. Et c'est là que j'ai décidé de vous choisir. » Et il fait une description à son père du moment, la température de l'air, le lieu, comment était le restaurant derrière, où était maman, où était papa, ce qu'ils se sont dit. Et le père de dire aux journalistes, personne de toute la famille, des 2 familles ne savait que nous avions pris ce moment-là pour nous. Et ce soir-là, ma femme m'a dit, tu sais, il serait peut-être temps qu'on songe à fonder une famille. Et 5 semaines plus tard, elle était enceinte. Et ce que je viens de vous décrire, c'est l'histoire du cas le plus documenté de ce que l'on pourrait valider comme être un cas d'incarnation, puisqu'ils ont retrouvé tous les éléments et tout collé. Et c'est assez étonnant quand on voit le visage de ce jeune homme avec celui de l'homme décédé dans cette baie au Japon, à l'âge de 20 et quelques années. Et la famille a décidé d'aller dans cette baie jeter des fleurs avec cet enfant à cet homme qui semblait tellement proche et fréquenté par ce jeune homme. Pourquoi je vous dis tout ça? Bon, déjà parce que même si vous vous intéressez au sujet, je vous signale le livre de Stéphane Alix, qui est documentaire de guerre, documentaliste aussi, puisqu'il fait beaucoup de recherches, mais qui est un journaliste de guerre, et qui a vécu une expérience absolument extraordinaire en allant s'exiler pour une retraite à Bali, je crois, ou à Java, sauf erreur de ma part, et qui se met à avoir des flashs et qui en fait une enquête et un livre et qui se retrouve à finalement être soit interpellé énergétiquement, soit source d'information, soit autre chose plus en allant plus loin, une incarnation d'un nazi qui finalement ressemble étrangement de façon énergétique à cet homme dans ses contradictions et qui finit par retrouver sous une cabane en Russie, enterré avec plusieurs soldats nazis. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, mais
comment ai-je décidé, à un moment donné, de naître dans la famille où je suis née? Je suis née à Casablanca, de parents, pour ma mère, née française, de sang valencien par sa maman, par son papa, pardon, et andalouse par sa maman. D'un père français, mais naturalisé français, né espagnol, champion de gymnastique, ingénieur important et qui a été naturalisé français en s'enrôlant dans l'armée française. Et qui finalement représente à côté de ma maman deux accès à une identité différente. L'une acquise par un choix fait par la génération antérieure, celle de mon grand-père maternel, qui avait quitté l'Espagne et qui avait vécu en Algérie. Et on est dans cette transhumance des Espagnols descendant vers l'Afrique du Nord sur une Algérie française occupée par la France et considérée comme territoire français, avec toutes les contradictions et les polarisations que vous pouvez imaginer que cela entraîne, et une population qui fuit pas que la misère, parfois des drames, parfois une politique. Et dans le cas de ma maman, c'était pour des besoins économiques et commerciaux que le grand-père avait quitté l'Espagne. Ma grand-mère maternelle, je sais peu de choses d'elle, mais je sais qu'elle avait suivi sa famille et qu'elle était également en Algérie. Et ils se sont rencontrés là, et mon grand-père s'est avéré être un homme ayant du génie, ayant du bagou, comme on le disait à l'époque. Il avait la trame d'un politicien. C'était un homme de lien et de contact, à tel point qu'à une époque, il s'est attiré l'offre d'un homme, un monsieur corse qui vivait à Casablanca et qui était responsable du cadastre, et il lui a dit Louis, il faut que tu achètes cela. Cela, ça représente une des avenues principales de Casablanca aujourd'hui. Et mon grand-père lui dit écoute, non, je n'ai pas les moyens d'acheter cela, je pourrais acheter un petit bout, mais ça, je ne peux pas. Et l'homme lui dit, ne t'inquiète pas, tu achètes, tu as le document et tu paies régulièrement. Je ne sais plus quel était leur accord. Et ça, c'est un point très important. Vous allez comprendre que aujourd'hui, c'est un patrimoine conséquent. Ce que je ne vous dis pas, ce que je vous le dirai à un moment donné, donc autant vous le dire tout de suite, c'est que mon grand-père, à un moment donné, a été pris d'inspiration pour la terre. Et il s'est dit, que faire de routes pavées quand on peut avoir de la terre? Et donc, il abandonne ce bien et il le troque contre un bout de terre à 50 km, un peu moins, on va dire 30 km de Casablanca, une terre pleine de cailloux, pour faire une expérience terrienne. Et donc cet homme érudit, cultivé, intelligent, ayant du talent et s'attirant des personnes bienveillantes, lui offrant un coffre vide mais plein, se met à désirer les moutons et les chèvres et à désirer la terre. Et donc, il troque son trésor contre un bout de terre. Je n'irai pas plus loin dans ce domaine-là. Il est associé, et je fais exprès d'employer ce terme, associé dans sa molécule privée à une dame qui va lui servir de serviteur toute sa vie, enfin jusqu'au moment où elle n'en pourra plus et la pauvre, elle décédera d'une crise de tension. Et dans cette histoire, ma maman, le jour du décès de sa mère, qui est un jour de Noël, ayant fait des bêtises et ayant contraint sa maman à sortir dans la nuit froide de Noël, puisque nous avons un pays au Maroc très humide, et donc quand il fait 15 degrés, il en fait 5 ou 8 au niveau ressenti, se retrouve
avec un sentiment de culpabilité d'avoir forcé, parce qu'elle avait été turbulente et qu'elle avait absolument tenu à rejoindre la famille et la guitare flamenca quelques centaines de mètres plus loin, dans une ferme plus éloignée, et obliger sa maman, s'inquiétant d'aller la chercher, de prendre froid, et ma maman s'est sentie toute sa vie coupable d'avoir tué sa mère. Cette culpabilité va plomber la vie et les talents de ma maman, puisqu'elle va se mettre à engager sa vie tel un sauveur. Et elle va n'avoir de cesse de sauver, aider, et vous allez voir à quel point c'est pervers, à quel point c'en est incroyablement toxique, tellement le gâchis de cette croyance que je suis coupable parce que je me suis autorisé la fête à un moment donné où ma mère aurait eu besoin que je lui obéisse, donc sortir du cadre égale mort. Et ma maman va être une femme qui va tenir les cadres de façon à ce qu'on ne risque pas de mourir en sortant du cadre. Je ne vais pas plus loin que cela pour vous parler de ma maman, mais on va glisser du côté de mon papa. Et du côté de mon père, il y a donc, face à ce grand-père maternel plutôt flamboyant, mais tout petit, avec un chapeau noir, des lunettes rondes, le Valencien blond aux yeux bleus, avec une famille de blonds aux yeux bleus, et de l'autre côté, l'Andalou, pur et dur, qui quitte sa terre pour des raisons que je ne connais pas vraiment, mais je pense que c'est la misère. Et même si le village aujourd'hui appartient pratiquement à toute la famille extendue de cette branche, lui a quitté l'Espagne parce que c'était très difficile. Et il se retrouve à vivre dans un pays où finalement il passe par l'Algérie et il se retrouve mal traité, c'est-à-dire traité comme un émigré et traité durement, pas méchamment mais durement. Et c'est très difficile pour lui de vivre la France occupant l'Algérie. Il s'entend dire que le Maroc est différent et il prend la décision de partir au Maroc. Et cet homme avait du talent, un autre type de talent. Il aimait s'occuper des gens et c'était un entrepreneur. Il avait une épicerie et il était coiffeur et il était le coiffeur du maréchal Lyoté. Et cet homme vivait en face d'une caserne de militaires. Il avait une sensibilité pour la sculpture et le violon et il aimait la musique, mais ne s'autorisait pas à en vivre et à le vivre. Mais il avait un violon. Et bien entendu que cet homme va tout faire pour que ses enfants aient une éducation honnête. Et quand je dis honnête, c'est-à-dire puissante. Nous sommes dans un pays étranger avec, bien entendu, un terrain complètement différent de celui de l'Espagne chrétienne, avec une nécessité de plaire à la fois à l'occupant qui est à ce niveau-là un protectorat et une population qui est très créative, très intelligente parce que le Maroc a été le seul pays à savoir tourner la page après l'indépendance et au lieu de rester accroché aux rancœurs, même s'il y en a toujours et il y a de bonnes raisons à cela, il y a une intelligence marocaine à transformer la situation dans l'après. Le pendant et avant ont été assez similaires à ce que vivent tous les pays par, je dirais, légitimité de réaction. Et on dira que l'action du Maroc aura été de prendre à bras-le-corps son futur. Et ces personnes dont je vous parle ont connu l'étape où finalement il fallait prendre place dans le respect, dans l'effacement,
pas question de parler de si on était d'accord ou pas, que ce soit pendant le protectorat avec la résidence française occupante, l'administration qui a été assez épouvantable avec nos invitants et nos hôtes. C'était un partenariat, c'était un protectorat, mais en réalité, en dessous, il y avait un partenariat économique. Ça n'était pas une colonie comme à l'Algérie. À la différence de l'Algérie, l'Algérie était occupée, envahie, et on se l'était attribué, c'était terre française. Au Maroc, jamais. Nous avons toujours été invités quelque part à jouer les conquérants. Pas invités, mais tolérés. Et puis finalement, ça a mal tourné parce que si vous lisez certaines lectures sur les relations entre Moulay Ismaël et Louis XIV, vous serez surpris de voir à quel point la France a été fourbe depuis des siècles dans certaines négociations et dans certaines stratégies. Il faut savoir que Moulay Ismaël avait quand même demandé la main de l'une des filles, légitimes ou non, de Louis XIV, et qu'il y a eu quelques petites réactions bon, qu'on peut comprendre pour un monde à l'époque peu informé. Et voilà, mes grands-parents débarquent dans la fin de ce monde et dans le protectorat avec une étiquette d'Ibère. C'est pas très, vous voyez, à l'époque, ça vaut pas cher d'être espagnol. Et avec une culture marquée, une façon de parler, une façon de s'habiller, de se parfumer, voilà. Et finalement, ce grand-père va être un entrepreneur et va mettre ses fils dans les meilleures écoles qu'il peut, et en faisant en sorte, avec son épouse qui tenait son épicerie, de faire face aux besoins de la famille. 3 garçons, une fille, du côté de mon papa, et du côté de ma maman, 2 garçons, 2 filles, dont une fille, et c'est un événement important, qui va décéder à l'âge de 17 ans suite à une pneumonie et qui avait été interprétée, alors imaginez, par des médecins comme étant liée au fait qu'elle s'était baignée alors qu'elle avait ses menstruations. Et donc, on va la soigner dans une direction totalement différente. Et ma maman en gardera une lourde charge, je dirais, parce qu'elle a vécu l'effacement de la présence de cette sœur. Et sa maman décède quand elle a 12 ans. Donc, maman perd sa mère en ayant la culpabilité. Et finalement, sa sœur étant juste décédée, je crois, 1 an avant, on peut comprendre de cause à effet l'impact émotionnel sur ma grand-mère maternelle, décédant d'une crise de tension le soir de Noël pour aller courir chercher sa fille. Eh bien, cette fille, ma maman, Marie-Madeleine, à part d'être très jolie et très belle, et blonde aux yeux bleus à tel point qu'un jour, un homme propose à mon grand-père de l'acheter. Vous voyez, on est quand même dans un monde très particulier. Et mon grand-père, de refuser bien entendu, et de répondre à ça en lui achetant son premier piano, que j'ai eu encore il y a quelques années, et de faire d'elle une musicienne. Et c'est un événement important puisque ma maman va développer un don. Elle a un don, une voix. Son frère, une voix, à tel point qu'elle va faire des radios crochets, etc. Son frère, qui a vécu en Algérie pour des raisons que j'ignore, casser les vitres en chantant. Et les deux se font approcher par le père de Claude Nougaro, qui était un monsieur qui gérait un théâtre et des chanteurs, et qui un jour contacte ma maman et lui dit « Écoutez, vous avez une voix, c'est un coupon de tissu, il ne reste plus qu'à couper dedans. On vous propose de venir à Paris, à l'Opéra de Paris, vous serez pris en charge et dans 3 ans, vous êtes 4 ans maximum, vous serez à la Scala. » Eh bien, figurez-vous qu'à ce moment-là,
d'où la notion que vous devez comprendre d'autorisation. Au moment où ça arrive à ma mère, elle venait de rencontrer mon père. Et à ce moment-là, elle ne s'autorise pas de dire à ce jeune homme avec qui elle vient de se fiancer qu'elle risque de devoir, pour briller sur scène, quitter le pays et pour y revenir de façon très tatillonne. Et à ce moment-là, il se passe une chose intéressante, c'est que finalement, elle sait qu'elle aime ça plus que tout, puisque toute sa vie, elle aura chanté. Et à l'ambassade, puisqu'elle était corps diplomatique, elle a chanté toute la journée. Elle était connue pour cela dans les services. Et elle a sacrifié ce don et cet amour illimité pour le chant, puisqu'elle passait son temps de toute petite à faire du piano, jouer du piano, pardon, et faire chanter sa voix. Et elle va supprimer ce projet de sa vie parce que pour elle, sa mère, sa grand-mère ont effacé leurs rêves pour rester dans le cadre du mariage et le service de l'homme. Et que, bien entendu, on est dans une époque où l'art et le talent est dangereux et vous met en visibilité, en vulnérabilité. Et ceux qui ont suivi les conférences sur le couple, on est bien d'accord que la femme a la responsabilité de la lignée, de sécuriser le legs et d'engager une vie où l'éros, c'est-à-dire l'excitation de faire ce que l'on aime, n'est pas le sujet vital à engager en tant que féminin. C'est par excuse celui de l'homme, parce qu'il a tendance à avoir besoin de cela, mais pour la femme, c'est pas du tout son truc, et certainement pas pour en plus être applaudie et avoir du succès. Maman ira jusqu'au théâtre tout de même pour être applaudie, reconnue et awardée à la mode de l'époque, mais elle n'aura pas dit oui à cet homme, donc Nougaro, pour lui dire oui, je monte à Paris, et parce qu'elle a eu tout simplement peur de dire à mon père. Mais écoutez bien, et c'est là où ça devient magique. Au même moment, mon père, champion de gymnastique d'Afrique du Nord, et bien entendu en démonstration dans l'Europe, avec une équipe très connue à l'époque, puisqu'il faut savoir qu'au Maroc, il y avait des pointures dans différents domaines. On a d'ailleurs même des acteurs de cinéma qui proviennent de ces générations et de ces pays et de ces lieux. Mon père, en démonstration sur Cannes, en tournée de gym, va avec à un moment donné, il était parti avec ma maman faire cette tournée et il refait cette tournée quelques mois plus tard ou l'année suivante. Et il est contacté par une tête couronnée qui l'invite à venir la rejoindre et en le complimentant sur son travail de gymnaste et sur son aura, etc. Et il va passer 3 jours avec cette tête couronnée. Et cette tête couronnée va lui faire une proposition et va lui dire, voilà, monsieur Martinez, si vous le désirez, je ne cite pas le lieu, mais si vous le désirez, le lieu vous propose d'épandre votre talent de gymnaste et votre élégance de gymnaste et votre capacité d'ingénieur. Mon père était un ingénieur hors pair, reconnu au Maroc et en France, et vous pourrez ici nourrir vos deux talents. Et quand mon papa m'a raconté il y a quelques années avant sa mort, la scène de lui dansant avec cette tête couronnée, il m'a exprimé ce moment dans ces termes. Il m'a dit, ma fille, quand elle m'a pris dans ses bras et m'a fait traverser toute la salle du restaurant avec cette scène dansante au milieu, il m'a dit, je me suis sentie mourir. Qu'est-ce que je faisais là? Il avait dîné en tête-à-tête. Elle l'avait fait chercher à Cannes,
amené, habillé, et mon père, dans toute sa masculinité, était terrorisé d'avoir vécu ça et de devoir le vivre. Et à un moment donné, cette personne lui dit, vous devez être un bien bon danseur à la vue du gymnaste que vous êtes. Et elle lui tend la main, et bon, réflexe d'homme, il la prend, heureusement, et il se retrouve sur la piste de danse. Et à ce moment-là, il me dit, j'ai cru mourir, et tout le monde debout, en train de nous observer sur les pas de danse. Il me dit, j'ai vécu le plus grand cauchemar de ma vie avec la plus belle femme du monde. Et finalement, il me dit, elle prend un document quand on revient à la table et une carte, elle lui remet dans sa pochette, elle lui dit, voilà, vous m'appelez, je prépare tout, vous êtes vraiment bienvenue ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? L'identité de immigrant, du père et de la mère, l'identité de travailler, c'est souffrir, mais c'est aussi le mérite passe par le travail. Faire un saut quantique, c'est-à-dire faire une évolution, vivre une telle évolution, ça paraît de l'ordre de l'indécence. Il y a anguille sous roche, ce n'est pas normal, ce n'est pas dans ma norme, c'est quelque chose d'étonnant, il faut être prudent, il faut avoir... Alors, il est vrai que quand vous avez des opportunités dans la vie, c'est une question de station radio. Il se serait fait brûler s'il avait accepté. Alors bien sûr que naturellement, j'imagine facilement mon père, avec son aura, avec sa puissance d'entrepreneur, d'industriel et de champion de gymnastique, avec sa beauté, arriver dans un lieu pareil, mais il aurait souffert. Il n'était pas à la saison de sa vie par rapport à sa station radio, son niveau de conscience n'était pas prêt pour absorber et digérer cet événement. Et la seule chose qu'il médite, c'est « ma vie aurait été très différente ». Il m'a dit « mais j'ai eu honte de le dire à ta mère ». Ma mère, quelques années plus tôt, m'avait dit « tu sais, j'avais honte de le dire à ton père et à toute la famille parce que ça aurait voulu dire que j'aurais été mariée, fiancée ou mariée plus tard à un homme que j'aurais quitté presque toute l'année et avec qui j'aurais peut-être pu faire un enfant ou pas, mais de toute façon, on t'a eu 12 ans après notre mariage et c'était un accident parce que ton père ne voulait pas d'enfant. Et elle ne le savait que très peu. Donc, est-ce que vous voyez à ce niveau déjà de la structure de ce qu'il y a derrière moi, le niveau de sabotage juste lié à l'épigénétique? Nous, chez nous, ça ne se fait pas, ça ne marche pas comme ça. C'est pas pour nous, ces choses-là. Ma mère, un peu moins, puisque son talent était plus fort que tout, et que pour elle, c'était naturel d'être sur scène. Et vous allez voir comme ça prend un tournant étonnant avec moi un peu plus tard. Vous avez donc deux lignées avec des limitations sur l'autorisation à briller du côté de mon père et du côté de ma mère. Une mère qui va réussir à finir par briller, un père qui va réussir par finir de réussir et qui vont tous deux s'accrocher à leur couple avec cette notion d'avoir laissé tomber, abandonné quelque chose qui leur ressemblait et qu'ils méritaient, mais qu'ils n'avaient pas le courage. Le courage. C'est-à-dire que la vie, ça fait peur. Et finalement, ils ont engagé une vie où ils ont été des gens entreprenants, ils ont réussi. Mon papa était très courageux, il travaillait dans la journée. Le matin, il se levait à 5 heures pour aller vendre les légumes de mon grand-père, vous vous souvenez, le terrien d'adoption. Il rentrait travailler de 7 heures à 19 heures dans son emploi et je vous en parlerai. Il a quand même été choisi
Lors d'une visite de Patton dans les ateliers Barbier, dans les bureaux de l'ingénierie, et c'est lui qui a travaillé avec Patton sur les chars pour pouvoir trouver des solutions techniques. Et finalement, il a été repéré par, je crois que c'est Charles Delattre-Levivier, Monsieur Delattre-Levivier, qui lui propose de venir dans son bureau d'ingénierie, dans son usine Delattre-Levivier. C'était une des plus grosses entreprises de charpenterie métallique en France et installée au Maroc. Ils font le choix de prendre mon père dans le cabinet d'ingénierie. Il n'est pas seul, il y en a d'autres, mais il a été sélectionné et il sera très proche de Monsieur Delattre-Levivier. Et chez Barbier, il était très proche d'un militaire dont le nom m'échappe juste à l'instant, excusez-moi, l'un des plus grands pilotes français de ligne qui a survécu à d'énormes batailles et qui a écrit plusieurs livres sur cela et qui a été fait, prisonnier par les Allemands et qui a souffert des tortures incroyables et qui avait pris mon père en affection et en admiration de sa capacité au travail. Cette capacité au travail, il l'a portée sur le sport, sur son activité. Et c'était quelqu'un qui commençait à 7h, finissait à 19h. Et de là, il avait acheté, par le mérite de son travail, il avait accumulé de l'argent, il avait acheté un restaurant, un deuxième restaurant, et il faisait le tour de ces restaurants. Et il rentrait chez lui, il dînait, et il se mettait dans une pièce avec une planche à dessin, et il triplait son salaire tous les mois. Et il se couchait à 3h du matin. Et il se levait à 4h du matin, à 7h du matin, à 4h du matin pour partir faire les courses. Alors, bien sûr, parfois, il se couchait à 1h du matin, parfois un peu plus tard, mais il avait une moyenne de débit et d'énergie. Et là, j'attire votre attention. Quand l'énergie tape sur le corps, si elle ne s'exprime pas, elle va rendre la personne défaillante. C'est-à-dire que mon père ne pouvait pas conserver cette énergie à l'intérieur de lui. Il fallait que cela s'exprime sous forme, et comme il était en bonne santé par son activité physique à la jeunesse, ensuite avec une alimentation à l'époque qui était plus qualitative au niveau nutritionnel, il avait un potentiel, un système nerveux autonome soutenu. Il avait une vision qui était « j'ai pas pu avoir ça », parce que ça, il n'en a parlé à personne. Mais il me l'a dit, il m'a dit en définitive, j'ai travaillé 10 fois plus. Parce que j'ai voulu créer mon lieu de là-bas, chez moi, pour moi. Et finalement, il s'est converti en s'étant attiré une femme pour qui, bien entendu, sauver les autres était important. Il s'est converti lui-même en sauveur. Et il est devenu quelqu'un qui a toujours été là pour sa famille, qui a toujours été contribuant, soutenant. Et il a développé un couple, je dirais, allez, de collaborateurs, parce que mon père était un homme pour qui la sensibilité n'était pas importante. Maman était une femme sensible, essentiellement, une littéraire, une musicienne. Elle adorait écrire. Et mon père était un ingénieur, il adorait calculer. Et sa première maîtresse, il en a eu d'autres, mais sa première maîtresse a été son métier. Et je me souviens d'un papa au fond d'un couloir, on avait un couloir de 13 à 14 mètres dans notre appartement, qui s'enfermait après le repas pour travailler sous une lampe. Et j'étais très souvent obligée de partir avec maman et d'abandonner mon père pour aller au cinéma et de me sentir ignorée et d'avoir un père qui était l'ignorance totale du plaisir, sauf pour les vacances où là c'était open space. Et les vacances étaient très courtes, frugales, dans le sens courte en espace-temps, parce qu'il y avait un amour du travail et un culte de la vie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est au Maroc et on est pieds noirs. Donc cette vie, c'est une vie communautaire
mais en réalité, nous ne la vivons pas, nous, dans notre famille, en tant que communauté européenne ou française. On a des amis marocains, des amis aussi qui sont de confession juive, des Marocains donc musulmans, nous on est chrétiens, et on se mélange, mais on est exclusivement, on va dire à 80% focus sur la famille, les repas de famille, et de façon très rythmée. Et puis j'arrive dans cette famille. J'arrive en 1962 et je ne suis pas attendue vraiment. Déjà, j'arrive difficilement, maman risque de me perdre, elle a mangé trop de sel lors d'un mariage quelques jours avant mon mariage, ma naissance, et elle me dit ensuite, elle me dit, écoute, j'ai vraiment cru que je n'y arriverais pas. Et j'ai mis 7 heures à venir au monde. C'est pour ça que je vous parle autant. Et que je vous bassine autant les oreilles. C'est toujours très... Hein, voilà. Bon, ben, écoutez, ce jour-là, il semblerait, pour une expérience que j'ai vécue plus tard, avec Mani et Sam d'ailleurs, le mentor qui a créé la méthode SANE, le système d'alignement neuro-émotionnel, lors d'une connexion aux grands-parents et aux parents, j'ai revécu ma naissance et j'ai fait, lors de ma naissance, une première crise d'asthme. Personne n'en a jamais su, rien. Mais moi, je l'ai su bien plus tard, bien sûr, il y a quelques années de cela. Et je nais avec seulement à peine 2 kilos, on me fait des injections d'eau de mer. Et quand j'arrive à ce monde, j'ai en mémoire que j'ai connecté, c'est que je passe de main en main. Je passe de main en main et quand on me présente à ma mère, elle dit « Oh, qu'elle est vilaine !» Et bien, je veux dire, ça m'a marqué à vie, apparemment. Parce que mon obsession dans la vie, ça a été la beauté des choses, des objets, des œuvres. Je suis architecte, je suis designer. Je suis un bon architecte. Je suis un designer intelligent. Et l'intelligence, pour moi, ce n'est pas la beauté, c'est l'équilibre fonctionnel, service et cohérence avec l'environnement. Et à ce moment-là, la petite chose qui arrive, elle est confrontée à cette réflexion de façon subconsciente, c'est gravé. Et l'obsession dans ma vie va devenir la beauté. Alors, je vais avoir quand même des sacrées embûches, puisque je vais rester presque 7 ans au lit, clouée d'une maladie dont je vous expliquerai la prochaine fois pourquoi cette maladie et comment. Mais cette enfance, je vais la vivre correctement et de façon, on va dire, admirative de mes parents jusqu'à 4, 5, 6 ans. À partir de ce moment-là, il va se passer des choses qui vont tout changer. Et j'ai commencé à changer mon visage. J'ai changé de visage et ensuite je vais changer de corps et ensuite je vais changer de fonctionnement interne et ensuite je vais basculer dans la plus grande des colères et des incompréhensions et je vais me détruire. Et je vais me détruire en choisissant de le faire et je vais choisir de sauver pour être le sauveur du couple de mes parents. Ça vous parle? Ma mère, n'ayant pas pu sauver sa mère, qui finalement a une fille qui veut absolument sauver sa mère et son père. Mais en fait, c'était moi que je voulais sauver, parce que j'étais terrorisée. Je vous dirai pourquoi, mais c'est important qu'on arrive jusque-là aujourd'hui. Pourquoi? Bien parce que cette petite fille, elle naît heureuse, elle rigole, elle va à la plage, on a une maison sur la plage, c'est magnifique, c'est notre havre. Je joue dans l'eau avec mon père, j'utilise ça d'ailleurs tous les jours dans mon SANE, le muscle du bien-être. Avec ma mère, je saute les vagues, j'ai une plage sublissime pour moi toute seule, d'où la photo que vous avez vue sur l'affiche. C'est une plage qui est connue aujourd'hui puisque c'est Bouznika. J'avais en 66, mes parents ont acheté ce cabanon, ils l'ont vendu en 1996 ou 17. Et
finalement, dans cet endroit, j'ai vécu le paradis. C'est mon paradis, c'est ma connexion à la terre au Maroc et c'est le début de mes racines. Et ce lieu va devenir très symptomatique dans ma maladie, puisque c'est là qu'elle va se déclarer, et que avant d'arriver à cette étape, il se passe des choses importantes dans le couple de mes parents. Maman, voulant sauver le monde, va se mettre à vouloir sauver des gens, dont une femme qui va très gentiment choisir mon père comme focus, et mon père va très faiblement, ne sachant dire non, sauf aux grandes occasions, va se laisser emporter dans les méandres du vide du couple de mon père et ma mère. Et on va se retrouver avec un couple qui a un enfant, et un enfant qui est moi, et qui au départ n'est pas désiré par mon père en tout cas, et qui est par contre absolument gaga de moi une fois que je suis là, et qui va ne pas se rendre compte que de faire vivre à sa fille ses amours extra-conjugales, c'est pas forcément une bonne idée. Surtout que les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. Moi, au bout d'un moment, cette femme qui était devenue ma tata, ma tante, par adoption, avec ses deux enfants, qui étaient là tout le temps à la maison, finalement, un jour, il me semble tout à fait naturel de dire à ma maman, mais tu sais pourquoi papa embrasse tata sur la bouche? Vous pouvez imaginer l'effet que ça a eu. Et j'ai vu ma maman blanchir, rien de plus. Et à partir de cela, l'enfer a commencé. Et cet enfer, pour résumer, c'était des parents qui ne s'étaient pas autorisés leurs rêves et qui s'étaient donné comme focus de se dépasser pour prouver qu'on n'avait pas besoin d'aller si loin pour trouver du succès, de la reconnaissance et être digne dans une communauté complètement déplacée d'une Europe à une Afrique et où on avait une réputation à soigner et qu'on n'avait pas besoin d'aller en France pour créer sa réputation, il valait mieux la créer sur place, puis on ne savait pas ce qui pouvait se passer en notre absence. Et ses parents se retrouvent finalement à avoir une enfant dans un couple en crise qui ne trouve pas la satisfaction, en tout cas l'échange. Je pense que le système de valeurs de mes parents était totalement différent. Ma maman aimait des choses que mon père détestait. Mon père adorait des choses que ma mère ne comprenait pas. Et dans le couple, l'une des clés essentielles, c'est d'avoir un système de valeurs qui matche au moins sur 2 ou 3 sujets, sinon vous êtes mal. Et cela, je l'explique dans mes conférences, bien sûr. Mais là, c'est important pour ceux qui me suivent et pour ceux qui découvrent ici, de savoir que le sujet, c'est de savoir que vous avez des terrains de jeu dans votre vie, couple, famille, argent, mental, spirituel, mission de vie, santé, beauté, le social, la famille, les collectivités, les communautés, les couples en tant que binôme, partenariat et votre couple propre. Et si vous avez plus de 2 ou 3 vides là-dedans et que vous n'arrivez pas à créer avec vos catégories de vie une famille équilibrée et que vous nourrissez que le boulot et le sport et que vous nourrissez un peu votre famille mais votre couple, vous avez tendance à le laisser s'égrener, vous allez finir par une crise dans votre couple. Et à ce moment-là, l'enfant a 3-4 ans. Et il perçoit les tensions, il ne comprend pas, il n'a pas d'explication et il se retrouve en situation de voir des choses qui sont difficiles à voir pour un enfant. Il se retrouve entre les griffes d'un papa qui laisse sa fille entre les mains d'une femme qui n'est pas sa mère, avec des enfants qui ne sont pas ses frères et qui ne vont pas être toujours très sympas avec elle. Et il va se passer des choses qui vont marquer cet enfant au point d'être en permanence, du matin jusqu'au soir, crispé, incapable de se détendre, incapable de lâcher, sauf quand je me mettais au piano, sauf quand j'accompagnais ma mère au conservatoire tous les soirs de 6h à 21h, sauf quand j'allais à la plage avec eux, jusqu'au jour où c'est devenu de plus en plus difficile, irritant,
et difficile pour moi de vivre le couple. Et quand j'ai compris que cette femme risquait de kidnapper mon père et que cette femme était malade et que mon père, si ça se trouve, c'était un gentil monsieur, en fait, il voulait aller vers cette femme parce qu'elle est malade, elle est faible, elle a besoin de lui. Il veut juste l'aider. Mais s'il veut l'aider, il peut vouloir m'aider. Et à ce moment-là, il n'aura plus besoin de l'aider elle, il ne pourra pas aider les deux. Un pur subconscient. Cette femme était asthmatique et elle vivait en permanence avec une poire à l'époque. C'était une des solutions. Et ma maman avait obtenu le divorce de cette femme avec son époux, parce qu'elle n'arrivait pas à divorcer, elle était marocaine et son époux était français. Et ma maman avait appris à lire et à écrire à ses enfants, et après son travail, elle allait chez cette femme pour l'aider, etc. À ce moment-là, vous comprenez bien que quand moi je vois le comportement de mon père, je ne comprends pas. Et quand mes parents, finalement, de crise en crise, provoquent en moi une réaction violente, c'est-à-dire de dire stop, ça suffit, j'en ai assez de vous voir vous disputer, dans une voiture où il y a une petite fille qui ne parle pas, qui est timide. J'étais maladivement timide. Je ne demandais jamais rien, je n'ouvrais jamais la bouche. Et de dire ça suffit, j'en ai assez, ça suffit. 15 jours plus tard, on ne me dit rien, on ne m'explique rien, mes parents m'envoient en France. Et là, je comprends qu'on m'abandonne. Pendant ce temps-là, mes parents règlent leur compte, font le point. Et quand je reviens un mois et demi plus tard, avec le prétexte d'un mariage dont je n'avais rien à fiche, parce que je ne connaissais pas cette famille-là, quand je reviens, on m'amène content à la plage. Yahoo! Eh bien, Yahoo s'est transformé en drame, puisque j'ai fait ma première crise d'asthme avec respiration artificielle. Et là, ils ont eu très peur. Parce que finalement, le corps a complètement exprimé l'aberration de la situation et le lâcher prise sur la base de la peur d'abandon. Il fallait que je les retienne, il fallait que je m'assure que plus jamais on me laisserait toute seule et que plus jamais on me laisserait partir, m'éloigner d'eux. Le seul moyen, c'était de faire comme elle et de tomber malade. Et je suis tellement tombée malade que j'étais obligée de passer mes journées ou mes nuits avec mon père ou ma mère, puisqu'ils bossaient tous les deux, donc c'était essentiellement la nuit. Dans la journée, j'étais avec ma dada, qui était une femme extraordinaire, que j'aimais beaucoup, et qui était du sud du Maroc, qui était vraiment incroyablement bénéfique pour moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à déformer mon corps et à avoir les yeux qui s'enfoncent, les épaules qui remontent jusque-là, la cage thoracique qui gonfle, le corps qui se voûte, et je commence à avoir des bleus sous la cage thoracique partout, puisque parfois mon estomac restait bloqué sur la pression et la compression des poumons. Et à partir de ce moment-là, la famille a basculé dans un cauchemar terrible parce que du coup, ça a été un état de survie pour mon père qui dormait plus la nuit, puisque je dormais dans les bras de mon père. Et il fallait qu'il me fasse de l'air en permanence. Dans la journée, j'étais enfermée avec un déshumidificateur qui sortait jusqu'à 8 à 10 litres d'eau, juste dans une pièce de 10 mètres carrés ou un peu plus. Et je ne pouvais pas aller à l'école toute seule, je ne pouvais pas porter mon cartable, je ne pouvais pas répondre aux questions, je ne pouvais pas rire, on m'avait interdit de rire. Je ne pouvais pas manger solide parce que ça m'étouffait et que dès que je commençais à tousser, je pouvais rester 3 semaines alitée. Donc, j'ai basculé là-dedans. La magie de ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu tout mon temps pour avoir un mental d'une perversité créative. Mais alors, j'ai commencé à faire des collections d'odeurs avec ce que j'avais.
Alors, je payais ma dada pour qu'elle aille me chercher des bouts de coton, de l'alcool, et quand on allait, et quand je pouvais sortir dans des forêts ou pas, je ramenais les fleurs, les plantes, et je les mettais à tremper, et puis je mettais des cotons avec des couches de carton pour récupérer les odeurs, enfin un truc de dingue. Et j'ai commencé à grifouiller sur les murs, j'ai commencé à faire des choses bizarres, et j'ai commencé à avoir des réactions violentes du corps à tout ce qui était féminin. J'ai fait un rejet de ma mère. J'ai fait un rejet de la responsabilité que j'avais vue dans la mécanique de ma maman prenant soin et voulant sauver des gens qui étaient en train de la tromper. Et moi qui voyais ça et qui me taisais au début parce que je ne comprenais pas, mais bon, il n'y avait rien de surprenant là-dedans par rapport aux standards de la mentalité de la famille, finalement, c'est quand il y a eu ce geste perçu par mon père, et il y en a eu d'autres que je ne vais pas forcément évoquer, qui font que finalement, à ce moment-là, mon système est entré en alerte et mon corps est entré en mode survie. Et dans cet espace-là, je basculais dans la colère et la tristesse. Mon visage a changé, j'ai des photos, c'est surprenant, vous voyez avant, après, on ne pouvait plus me tenir pour me couper une frange, on ne pouvait plus passer de temps avec moi sans que je tousse parce que je ne supportais pas la personne qui était là ou un produit ou un objet, enfin ça devenait de la tyrannie de ma part. Mais j'ai sauvé le couple, j'ai réussi ma mission. À quel prix? Et j'ai réussi d'autres choses pendant ce temps-là. Mais cela, je vous l'expliquerai la prochaine fois. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'on ne naît pas du verbe naître égaux dans ce monde. C'est faux. On est avec des héritages qui sont des héritages de survie et d'expérimentation de plaisir et souffrance, plus ou moins abondants, avec des programmes plus ou moins abondants que l'on hérite de nos aïeux. Ces aïeux nous le cèdent sous forme de tags sur notre ADN. Et nos tags servent de signaux et d'alertes pour notre subconscient, de façon à ce que, quand des circonstances approchantes à des circonstances de souffrance dans le passé se manifestent, le subconscient va tout faire pour aller créer du plaisir à la place. Et si perdre papa égale souffrance, et être malade égale plaisir, eh bien vous allez faire de la maladie votre aide, votre soutien et votre ambassadeur. C'est ce que j'ai décidé à l'âge de 7 ans, l'âge de la raison, l'âge où vous commencez à créer vos croyances. C'est là, de 7 ans à 12 ans, que j'ai passé la plupart du temps allongé, en train de souffrir à ne pas pouvoir respirer, à déformer mon corps, que j'ai expérimenté ce qu'est le plaisir et la souffrance. Vous imaginez? Vous imaginez ce qu'aurait été ma vie sans le Seine, qui n'est pas mon sauveur. C'est moi qui me suis attiré cette opportunité, et je vous dirai comment. Mais c'est très intéressant de voir comment le fait d'éviter son épanouissement, son naturel, fait que finalement, vous allez même avoir des enfants qui vont avoir tendance à vivre le naturel des autres. Et j'ai adopté les pénuries de quelqu'un d'autre pour pouvoir permettre de créer ma réalité telle que je la percevais comme idéale dans cette cabane sur la plage avec mes parents. Et finalement, dès que cela devenait impossible, pour les raisons que je vous ai expliquées, j'étais en danger. Et donc, il fallait que je trouve un moyen, et mon subconscient m'a aidé à trouver un moyen pour sauver le couple, l'environnement dont j'avais besoin, mais aussi de me rapprocher de ce père pour le contrôler. Toute la nuit, il était dans mes bras et j'étais dans les siens, bien sûr. Toutes les journées, il partait épuisé et j'ai tapé sur son capital santé de façon absolument égoïste pendant cette période. Est-ce que c'était bien ou mal? Non, c'était juste parfait parce qu'à ce moment-là, je suis devenue une architecte. Je suis devenue une femme sensible, je suis devenue hypersensible, je suis devenue quelqu'un qui parle à son corps. Et je vous raconterai la prochaine fois
comment j'ai inventé à l'âge de 6 ans, 7 ans, la sophrologie pour sortir d'un affre corporel, psychocorporel, qui a été au-delà de l'asthme, puisque j'avais un asthme psychosomatique. On m'a fait 52 vaccins. J'ai vu 5 spécialistes à Casablanca et j'ai servi de cobaye. Mes parents ne savaient plus quoi faire. Donc, tout cela, à quoi a-t-il servi dans ma vie? Eh bien, petit à petit, vous le découvrirez. Mais déjà à ce moment-là, j'ai prouvé que j'étais un leader dans le sens où j'ai pris les rênes de ce couple, j'ai pris les décisions pour eux en mettant en face d'eux ce qui était le plus important, leur pétard d'enfant, leur fille, et que ça, c'était un sujet, et que ça, c'était leur priorité, et que régler leurs problèmes était une priorité. J'ai pris mes responsabilités et j'ai engagé corps et âme. Et en vous disant ça, je suis très émue parce que c'est ce que je fais tous les jours avec mes clients, avec moi-même, avec mon époux, avec ma communauté, avec mes amis, et j'essaie de le faire le mieux possible. Parce que votre première œuvre, c'est bien vous. Je vous remercie. Je vous laisse retourner à vos environnements accueillants. Ce voyage est un voyage important pour que vous puissiez comprendre comment on peut ne plus garder de rancœur. Je ne ressens aucune émotion négative vis-à-vis de cette femme. Et pourtant, je suis allée loin pour essayer de lui dire des choses. Et à cette époque-là, je n'étais pas neutre, je n'étais pas apaisée, mais j'étais décidée. Comment se réconcilier avec son passé? Ça, c'est un sujet important. Quand on a vécu des choses, et je ne suis pas la seule à avoir souffert, hein, loin de moi, de nous dire oh là là, la pauvre. Non, non, non. C'est juste, je rentre dans la matière pour que vous voyez des schémas et que vous puissiez être interpellé vis-à-vis de vos propres schémas. Et finalement, d'arriver, au travers de ces différentes séquences, de vous rendre compte que tout est serviable. Parce que vous allez voir, la prochaine fois, je vous parlerai de la décision qu'a prise ma mère, des autres décisions qu'elle a prises avant et après cette grosse décision qui ont fait basculer ma vie. Alors là, vraiment, dans le danger. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre attention, de votre patience, de votre respect aussi pour être resté jusqu'au bout. Vous avez toute mon amitié. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine. À très très vite la semaine prochaine avec différents projets. Différentes conférences, dont une qui a été proposée par le Club des entrepreneuses de Barcelone. Ça semble un peu étranger dans cette énergie de cette conférence-là, mais je vous y ai invité parce que je leur ai demandé que vous puissiez y assister. Et puis, on se retrouve très très vite. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, Brigitte. Bonne soirée, Zoé. Ciao. Brigitte, ciao. Ciao.